Bienvenue à Coconut Podcast. Alors nous passons à la capsule TD avec Monsieur Mo Bélius. Bonjour, je suis Mo Bélius, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. Bienvenue à cette édition spéciale de Coconut Podcast. Nous sommes dans ce hors-série où nous couvrons les élections municipales de Québec et plus précisément, nous rencontrons tous les candidats à la mairie de Québec. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir, messieurs, dames, que nous recevons dans un premier temps, il est conseiller municipal du district de Sainte-Thérèse de Lisieux, mais également il est chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec. C'est avec une grande joie, messieurs, dames, que nous recevons au podcast numéro 1 de la diversité au Québec et dans la francophonie, je dis bien, Monsieur Jean-François Gosselin. Bonjour. Monsieur Gosselin, écoutez, la question que nous posons à tous nos invités, comment ça va? Ça va super bien, dans la belle ville de Québec, avec un beau soleil, on a de la chaleur, on en profite. Super! Écoutez, le fait d'être avec le chef de l'opposition, mais également chef du parti politique, de la formation politique Québec 21, écoutez, on a une grande personnalité devant nous, là. Oui, peut-être, si vous le dites, c'est vous qui le dites. Une chose, par exemple, l'étiquette chef de l'opposition, ça fait 4 ans que je suis chef de l'opposition à la Ville de Québec, et là, entre vous et moi, je suis plus capable d'être le chef de l'opposition. Là, vous préparez pour devenir maire. C'est ça, mais exactement, parce que le chef de l'opposition, c'est vrai, dans tous les parlements ou dans tous les hôtels de ville, c'est le chialeux de service. Okay. C'est lui qui critique les décisions de la mairie en place, c'est lui qui a l'air de chialer tout le temps, donc ça, plus capable. Pour ça que je préfère chef de Québec 21, candidat à la mairie de Québec. Je veux devenir maire de Québec le 7 novembre, puis j'ai hâte à la campagne électorale pour aller présenter mes candidats, mes candidates et présenter nos idées, notre plateforme, puis aller convaincre les citoyens qu'on est la meilleure équipe pour diriger la Ville de Québec. Excellent. Ben, en tant que chef de l'opposition, on talonne l'administration en place, chose que vous avez fait. Par moments, certains, comme vous avez dit, vont dire, bon, eux autres, c'est les chialeux. Mais là, vous voulez vraiment passer à l'étape où vous allez proposer et mettre en branle vos idées. Exactement, parce que l'opposition, c'est une belle place pour apprendre les fonctionnements, les rouages de la Ville de Québec, de l'administration municipale, pour apprendre, pour se préparer aussi à diriger la Ville. Moi, mon maire, je dirais... J'ai beaucoup aimé les maires de Québec précédents, mais celui qui m'inspire le plus, c'est Gilles Lamontagne. Okay. Et Gilles Lamontagne, lui, avait été en quelque sorte le chef de l'opposition avant de faire son entrée à l'Hôtel de Ville comme maire de Québec. Donc pendant 3 années, c'était lui qui poussait l'administration Hamel dans le temps, puis qui suggérait, qui donnait des propositions, et un peu comme ça nous est arrivé à nous, je proposais des idées, je proposais des solutions, puis quand ça faisait l'affaire du maire, lui les reprenait, mais en prenait le crédit aussi. C'est un peu ingrat, mais c'est correct. Mais bref, le maire Lamontagne, lui, c'est ça qu'il faisait dans les années 60 et éventuellement est devenu maire de Québec pendant de nombreuses années et a laissé sa marque sur la ville. Donc, je m'inspire beaucoup de son parcours à lui qui est passé de l'opposition à maire de Québec. Puis on en parle encore aujourd'hui en bien. Super, on vous sent d'attaque. Écoutez, on pose également la question suivante. On est en pleine crise sanitaire. L'an passé, on rencontrait l'un de vos conseillers, collègues, amis, Monsieur Steven Melançon. Lui-même représente le district de Beauport, c'est bien ça? Oui. Et aujourd'hui, on vous sent d'attaque, mais comment avez-vous pu conjuguer sur le plan personnel ainsi que professionnel avec
cette situation nouvelle pour tous? C'est pas évident. C'est pas évident pour nous, mais c'est pas évident aussi pour tout le monde, hein, pour les citoyens aussi. On a passé une année et demie très difficile avec la COVID, hein, loin de nos proches, loin de nos milieux de travail, des réunions par Zoom, par Teams et virtuelles. Les enfants qui faisaient l'école aussi à distance. On dit toujours à nos enfants, lâchez vos écrans d'ordinateur, puis lâchez les jeux vidéo. Mais là, on leur disait, allez-vous-en devant l'ordinateur. Ça a pas été évident pour personne. Mais faut s'ajuster. Hein. Tout le monde s'est ajusté. Les citoyens de la Ville de Québec sont très résilients. Donc, on a réussi on passe au travers. C'est pas encore fini, mais on est en train de passer au travers. Puis, comme tout le monde, on s'ajuste. J'ai hâte de voir en campagne électorale aussi, on va être rendu où? Est-ce qu'on va être capable de faire autant de porte-à-porte puis d'aller rencontrer des citoyens, serrer des mains que ça a été le cas dans les autres campagnes avant? On ne sait pas encore. C'est encore un peu bizarre, hein, les contacts sociaux. On sait pas trop. Vaccinal. Est-ce qu'on donne le coude, qu'on donne la main? On sait pas encore. Mais ça, évidemment... Moi, ça me manque, ça me manquait énormément, le contact humain, de voir des citoyens, puis de se faire accrocher, de se faire reconnaître aussi, parler des dossiers. Et là, ça recommence. Ça, on espère s'être sorti de cette COVID-19-là au complet, puis passer à autre chose. Ça soit un mauvais souvenir. Super. Écoutez, en faisant les recherches, on sait que vous, la valeur familiale, elle est hyper importante. Vous avez 5 petits, moins petits certains parmi vos enfants. Comment ont-ils été un support pour monsieur le chef de l'opposition lors de cette période fort difficile pour tous? L'appui de la maman des enfants, vos enfants, quel a été leur appui pour vous? La famille, c'est surprenant. Je dirais les enfants, pas juste les miens, là, les enfants en général, la discipline. J'en reviens tout simplement pas de voir des enfants, des ados, des jeunes adultes, on leur a dit, vous ne verrez pas vos amis, vous n'irez pas à l'école, vous allez au cégep à distance, à l'université à distance. Puis ils ont respecté ça. Dans mon cas, à moi, j'ai deux jeunes garçons de 11 et 12 ans qui jouent au hockey. Là, n'ont pas joué un seul match cet hiver. C'est vraiment pas évident, mais ils ont compris, ils ont fait l'effort. On n'a pas vu les grands-parents non plus. Ça a été difficile. On a fêté mon père, on a fêté Noël, on a fêté ma mère par Zoom. C'est pas évident, mais moi, j'ai mes enfants, les enfants des autres aussi, les jeunes en général, je les ai trouvés extraordinaires, très, très, très... qui comprenaient ce qui se passait. Puis on fait l'effort de sacrifice important. Puis là, pour eux aussi... C'est pour ça que j'ai hâte qu'on revienne à la normale, là, recommencer le sport, recommencer socialiser. C'est des âges qui sont importants aussi où eux commencent à socialiser, à se faire des amis, à vouloir aller au cinéma, à vouloir aller s'organiser des sorties de sport, des fêtes. Là, tout ça, pendant 1 an et demi de temps, c'était inexistant. Donc, moi, j'ai été inspiré par je dirais, leur résilience de passer au travers. Vous avez de beaux mots pour vos enfants? Pour la mère de ces derniers, pour la tendre moitié. Écoutez, lorsque vous avez vos longues journées, les commissions à l'hôtel de ville, plusieurs réunions, est-ce qu'il y a un petit plat chaud qui vous attend ou avec une petite note disant « Bon, tu peux te préparer ça ou ça ». On vous écoute, monsieur le chef de l'opposition. Ma femme, c'est absolument incroyable. Et je dirais que là-dessus, on se complète parce que heureusement, elle... préfère un peu plus rester à la maison. Évidemment, elle s'occupe de tout ce que... La maman. 5 enfants, on en a 4 qui sont encore à la maison. Le plus vieux, lui, est rendu avec sa propre maison, mais le travail d'une mère, c'est un travail à temps plein, même avec les heures supplémentaires qu'on ne compte pas. Et aller porter les enfants au hockey aussi, heureusement... ma femme s'investit beaucoup là-dedans aussi. Elle a hâte, elle aussi, que le hockey recommence, des gars, pour retourner à l'aréna. Ça devient un peu notre 6 heures le matin, là, avec le café. Il y en a pas tant, ça, c'est rare. C'est plus le soir, je vous dirais, le défi, surtout... Moi, souvent, les journées se prolongent, donc je ne suis pas là pour l'heure du souper. Donc, ma femme, elle, en plus de son travail, parce qu'elle travaille, donc préparer les repas, puis après ça, aller reconduire à un aréna, aller en chercher un, aller reporter l'autre, ça prend beaucoup de logistique. Je pense qu'à la fête des mères, monsieur Jean-François, il apporte souvent un beau bouquet de fleurs.
un bouquet de fleurs, mais aussi je m'occupe du repas. Sans le préparer, je vais l'acheter, par exemple. Oui. Parce que ça, c'est la journée de madame. Le standard est assez élevé chez nous. On mange très bien, donc je ne pourrais pas... lui apporter une nourriture d'une restauration rapide. Ça passerait ou pas. Peut-être un peu moins rapide, mais il faut que ça soit bon. Parce que là, les enfants diraient, si papa a préparé le repas, c'est pas mangeable. Bon. Excellent. Superbe. Là, on est content de savoir que la famille va bien. On vous sent d'attaque là, dans cette période de joute électorale. Maintenant, on va apprendre à connaître notre chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec. Moi, je dis notre parce que moi, j'ai vécu à Québec longtemps. J'ai travaillé à Québec. J'ai une autre vie à Québec. Comprenons-le ainsi. Écoutez, en faisant les recherches, on apprend que vous êtes un gars de la place. Vous êtes un vrai 418, vous. Est-ce qu'on met le doigt sur la chose? Je suis un gars de Limoilou. Vous êtes un gars de Limoilou? Oui. J'ai grandi dans Limoilou. Okay. Quand j'ai été aux États-Unis, je suis revenu par la suite. Je me suis installé dans Limoilou. C'est là qu'on a fondé notre famille. Et ça fait seulement 6 ans qu'on habite à Beauport. Mais je suis à la base un gars de Québec, un gars de Limoilou. Un vrai. Un vrai? Je suis parti pendant, 8 ans ailleurs pour mieux apprécier de revenir puis... commencer ma vie de famille ici, commencer notre famille ici à Québec, là, c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Superbe. Alors, très rapidement, au niveau du cégep, vous vous déplacez, vous êtes quelqu'un qui va plus loin pour ramener ce qu'il y a de meilleur à Québec. Vous faites votre cégep, cégep des 3L, là, de la Naudière, je pense, Joliette. Oui, j'ai fait 2 cégeps. Ouais, la Pocatière dans un premier temps, pendant 3 sessions, et ensuite Joliette. Oui, la Pocatière, j'ai adoré l'expérience. Des beaux coins de pays, des gens très accueillants, donc c'était fantastique. Pendant 3 sessions et 3 sessions au cégep de Joliette pour compléter ma technique administrative. Mais tout ça, parce que je jouais au hockey. Donc, c'est le hockey qui m'amenait un peu à être un peu changer de ville. Là. C'est ça, exactement. À changer de ville. Mais en même temps, pour moi, c'était important. Je voulais jouer au hockey, mais c'était important de faire mes études en même temps. Pour, comme on dit, le plan A et le plan B. Pas peu, parce que vous, le hockey va vous amener, mais à vraiment visiter, connaître d'autres endroits, mais également à étudier dans des institutions de renom. Entre autres, écoutez, là, vous allez décrocher un baccalauréat en administration, volet marketing. Ça, c'est à la Polytechnique de Troy. Ça, c'est dans l'État de New York. Exactement. Puis là, même un MBA, Monsieur Gosselin ne s'arrête pas. Tout un diplôme, Master in Business Administration. Monsieur Gosselin, vos parents étaient-ils fiers de voir que leur petit garçon de Limoilou allait faire des études dans la langue de Shakespeare? On vous écoute? C'est drôle parce que lorsque je suis arrivé aux États-Unis, justement, pour étudier, je ne parlais à peu près pas anglais. Là. Un peu comme tout le monde de Québec, on se débrouille. Mais de là à dire, je suis assis sur des bancs de l'université et là, faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe. C'était la première session, c'était assez difficile, mais à la fin de la première session, ça a pris peut-être 4 mois. Là, je considérais que j'étais rendu bilingue, donc je pouvais fonctionner comme tout le monde. Mais oui, évidemment, mes parents sont fiers, mais faut dire que chez moi, j'ai une sœur aussi. Ma sœur, elle, est atteinte de la fibrose kystique, malgré sa maladie, qui est dégénérative, là, qui est très grave aussi. Mais ma sœur, elle, avait toujours eu d'excellents résultats scolaires. Donc, la barre était toujours haute. Et mes parents me disaient, c'est important, tant qu'à faire quelque chose, tant qu'à aller aux études, d'avoir des bonnes notes, parce que ça va te donner des options dans la vie. Continue ton sport. D'ailleurs, ils me disaient, si tu veux continuer à jouer au hockey, faut que tu aies des bonnes notes. Donc, ça allait ensemble. Heureusement, mes parents me demandaient pas d'avoir 95% de moyenne comme ma sœur, mais on essayait de garder la moyenne en haut de 80 pour pouvoir continuer à faire du sport. Ce sont mes parents aussi, c'est important de le dire, qui ont parti le programme hockey-études à l'école Cardinal-Leroy à Québec, qui était le premier programme hockey-études. Donc, eux ont réussi à convaincre l'école Cardinal-Leroy dans le temps d'intégrer le hockey à leurs étudiants aussi, à leur programme. Donc, moi, j'ai pu en profiter mes 2 dernières années. Donc, c'est comme ça que j'ai toujours eu en tête, puis c'est ça que je dis aussi à mes enfants aujourd'hui. Oui, amuse-toi dans ton sport, peu importe ton sport, ton art, mais assure-toi d'avoir des bons résultats scolaires,
Parce que ça va te suivre toute ta vie. Ça va te suivre toute ta vie. Mais également, il semble que vos parents vous ont inculqué ces valeurs de saines habitudes de vie. Parce que le sport va occuper une place prépondérante dans la vie de Jean-François. On sait que le hockey occupe déjà une place, mais il a peur que vous êtes amateur, fanatique du ballon rond. Pouvez-vous nous expliquer un peu à quel moment est-ce que vous êtes comme tout bon athlète, habituellement on est bon dans plus d'un sport. À quel moment le ballon rond va-t-il vous intéresser quand vous allez vous occuper de différentes ligues à un certain moment? On aimerait vous entendre là-dessus, Monsieur Gosselin. Le soccer à Québec, lorsque j'avais 6-7 ans, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de ligue de soccer. Donc, on jouait au baseball. Et là, le baseball, c'était pas fait pour moi. Là. J'avais besoin de bouger plus que ça. Donc, et là, il y a une arrêt ligue... court. Ah non, fallait que je bouge. Donc, et le soccer a commencé, d'ailleurs, petite anecdote pour vous, je suis certain que vous allez apprécier. Vous connaissez bien Olivier Brett? Ben oui. Bon, tout le monde connaît Olivier. Bon, ben son père, Fergus Brett, c'est comme ça qu'on l'a connu. Sur le bord de la rivière Saint-Charles, au terrain de soccer. Il est venu voir un peu qu'est-ce qui se passait, puis il venait d'arriver à Québec. Donc, mon père l'a connu comme ça, Fergus. Puis Fergus s'est impliqué dans le soccer, puis est une sommité de soccer à Québec ici, a aidé tellement de jeunes à se développer. Fergus, c'est le père d'Olivier. Donc, moi, j'ai connu Olivier dans le temps aussi, donc très jeune. Il était déjà très bon, mais bref. Pour moi, le soccer, c'était mon sport d'été pour me garder en forme pour le hockey l'hiver. Pas mal de jeunes là, que c'est ça, je connais. exactement. Puis, mais j'adore le soccer. Moi, je préfère regarder un match de soccer qu'un match de hockey. Puis ma compétition favorite, c'est sûr, j'aime beaucoup les Olympiques, mais moi, c'est la Coupe du monde de soccer. Ça, là, je trouve ça extraordinaire de voir tous les pays s'affronter. Et tous les différents styles de jeu, j'aime beaucoup. La planète foot, là. Exactement, j'aime beaucoup le style de jeu brésilien, qui on a l'impression qu'il danse sur le terrain. Ça, mais pour moi, le soccer, c'est ça, là, ça rapproche tout le monde, c'est rassembleur, c'est il se passe toujours quelque chose d'intéressant, même quand il n'y a pas de but. Hein? Souvent, les gens disent il n'y a même pas de but. Mais non, mais il y a plein de choses qui se passent sur un terrain de soccer. Il y a de la stratégie aussi. Donc, j'adore. J'essaie de jouer encore le plus souvent possible pour me tenir en forme. Mais physiquement, c'est assez dur, le soccer. Là, il y a des plus jeunes qui jouent très bien aussi. Donc, on essaie de les suivre, mais c'est pas évident. Ben là, vous êtes quand même pas mal du tout. On sait que vous allez jouer pour les Citadelles de Québec. J'ai fait le camp d'entraînement. Bon, écoutez, j'ai pas fait l'équipe, mais j'ai fait le camp d'entraînement. Un amoureux du hockey, là. Vous avez quand même joué pour les Citadelles. En même temps, vous regardiez les Nordiques de Québec. On va voir si vous connaissez bien vos Nordiques. Si je vous dis Ron, vous me dites Tug. OK. Oh, pas pire. Ron X. Mais Ron Extall aussi, évidemment. Okay. Mais Ron Tugnut, lui, avec son fameux match de 70 arrêts... Je l'ai regardé. Moi, j'étais un fan fini. On va voir si vous étiez encore là. Vous aviez Anton Stachny, vous aviez... Mais Marianne, mais mon préféré, c'est Peter. Peter Stachny, il vient de me corriger. Son fameux but. Mais il était trois frères. Ouais, trois frères, mais Peter Stachny, si vous regardez les archives, là, le but de Peter Stachny contre Mike Liut, match 6 au Colisée, perd son gant sur une passe de Dale Hunter, marque le but pour éliminer les Whalers Hartford. La ville au complet, là, tout le monde klaxonnait, les gens écoutaient le match à la radio, les gens regardaient à la télévision, c'était l'euphorie partout en ville. Ça, c'est le plus beau souvenir pour moi des Nordiques, c'est celui-là. Ah, attention, il y avait un dernier match, je pense que c'était contre le Canadien. Les Nordiques perdaient 2-0 la série. Puis vous avez Joe Sakic à la toute fin qui donne la victoire. Non, ça c'est-tu? Non, c'est-tu les Canadiens qui vont battre les Nordiques? En 93... On menait la série Nordique 2-0. Exactement. Ça, c'est un mauvais souvenir, ça. Ça, si vous voulez que je reste de bonne humeur, ne me parlez pas de ça. Même moi, il fallait pas que je m'en parle parce que j'étais un fan fini des Nordiques, puis ce jour-là. Par contre, faut dire, notre fierté à Québec, c'est Patrick Roy. Ouais. Bon, mais c'est lui qui nous a battus en 93, là. OK? On va s'arrêter. On va se consoler. On se console avec ça. Super, bon, vous connaissez vos Nordiques. Ça, c'est le test. Vous le passez. Vous nous avez parlé de votre sœur, Monsieur Gosselin, fibrose kystique. Également, dans votre vie, vous avez toujours eu cette valeur qui est de vous impliquer
pour autrui, un genre d'altruisme, même à un certain niveau. Vous êtes impliqué dans la cause de la fibrose kystique. Pouvez-vous nous en parler un peu? Ça, c'est assez intéressant. Évidemment, ma soeur, pour moi, c'est une source d'inspiration incroyable. Toute ma vie, je suis 1 an et demi plus vieux qu'elle. Donc, lorsqu'elle a été diagnostiquée avec la fibrose kystique à l'âge de 4 mois, les médecins ont dit à mes parents, attachez-vous pas trop, elle passera pas l'année. Tu sais, ma sœur, c'est ça, là, elle s'est toujours battue, puis pour prolonger sa vie, pour en même temps, évidemment, la fibrose kystique, grâce à la recherche, grâce au fonds, à l'argent qui a été ramassé, ben ça a fait en sorte que l'espérance de vie a toujours continué d'augmenter. Donc, ça a fait en sorte que ma sœur est encore en vie aujourd'hui. Et moi, je voyais mes parents, puis ma sœur, puis se battre pour prolonger la vie de ma sœur, puis se battre contre différentes choses que la maladie, les effets secondaires aussi, parce que ça s'attaque aux poumons, mais au système digestif aussi. Donc, je voyais ma sœur. Et là, ma sœur a réussi quand même à travers de ça à performer. Elle a fait de la nage synchronisée. C'est pas évident. Wow, la nage synchronisée, essayer de rester 1 minute et demie en dessous de l'eau en faisant des figures. Mais en plus, lorsque vous avez la fibrose kystique, c'est pas évident. Ma sœur a réussi ça. Wow. Et on faisait des collectes de fonds, des levées de fonds. On allait dans les centres d'achat dans ce temps-là. On vendait des macarons, on vendait des crayons, on faisait du porte-à-porte. On ramassait de l'argent pour le marcheton. Donc, ça m'a permis évidemment de me dégêner. Hein. On se dégêne quand on est obligé de faire ça. Puis les gens donnaient généreusement aussi, donc ça générait de l'espoir. Puis encore aujourd'hui, à chaque fois que j'ai l'occasion, je ramasse des fonds pour pour combattre la maladie. Puis dernièrement, j'ai été vraiment surpris du résultat. Lors de ma fête au mois d'avril dernier, avec Facebook, on nous propose d'une levée de fonds. Donc je l'ai essayé et à ma grande surprise, j'ai amassé 2500 $ comme ça en quelques heures. Et j'en revenais tout simplement pas. Donc c'est important pour moi de choisir des causes comme ça qui me tiennent à cœur. Puis de me servir un peu aussi de mon statut. Hein, puis bien sûr, pour aider du fait que je connais beaucoup de gens, puis de dire si tu peux aider un peu, est-ce que tu peux le faire, donner 20 $, donner 100 $, donner. Donc, ça me fait plaisir de le faire, puis je trouve que c'est important. Puis c'est une maladie aussi que je suis convaincu qu'on va réussir à la vaincre. Donc, il y a des enfants qui vont naître de ça dans les prochaines années, qui ne mourront pas de ça. Donc, ça, pour moi, il y a beaucoup d'espoir associé à ça. Puis ça me fait plaisir de le faire. Il y a quelque chose d'intéressant dans votre discours, le positivisme. Vous entrevoyez l'avenir avec beaucoup de force, mais surtout avec un potentiel certain. Donc moi j'aime ça, c'est intéressant. Maintenant là, beaucoup de gens de la francophonie, mais du Québec également, ils se disent, mais Monsieur Gosselin veut devenir maire de Québec. Connais-tu vraiment la politique? Un seul mandat comme chef de l'opposition? Oh, écoutez, là, on va les surprendre. Moi-même, j'ai été surpris. Écoutez, vous avez déjà siégé à l'Assemblée nationale du Québec. Ce n'est pas peu dire. Et surtout, vous avez été député de votre patelin, comme on peut dire. Jean Lesage, on se retrouve pas loin de Limoilou, Mézeray, ces coins-là, là. Pour l'Action démocratique du Québec, on connaît Monsieur Dumont, grand journaliste aujourd'hui. Cette expérience, qu'en retenez-vous en 20 secondes, Monsieur Gosselin? En 20 secondes? Ça va être difficile. Mario Dumont était pour moi un mentor politique, donc j'ai appris énormément de lui. J'ai eu la chance de siéger dans son équipe à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, moi, je fais la même chose que lui faisait avec nous, avec nos nouveaux candidats, nos nouvelles candidates. Donc, tout ce que lui m'a appris dans le temps, je leur transmets, puis leur donne des bons conseils que lui a su me donner lorsque j'ai commencé en politique. Superbe. Et là, maintenant, vous allez être impliqué à différents niveaux, vous allez vous impliquer en politique. Mais en 2017, alors là, Monsieur Gosselin, il regarde la ville de Québec, il dit ça bouge pas assez vite à son goût. Il sent qu'il peut y apporter du sien parce que tout le bagage acquis, vous avez travaillé dans le privé également à de très hauts niveaux. Et là maintenant, en 2017, vous vous lancez dans ce qui est pas toujours évident. Et vous aviez une colistière, Madame Puise, dans Sainte-Thérèse de Lisieux.
c'est comme ça que ça fonctionne pour ceux qui ne le savent pas. Un candidat à la mairie a toujours une colistière et le cas échéant, eh bien, le poste va au candidat à la mairie. Donc aujourd'hui, vous êtes conseiller de cette magnifique zone. Ça, c'est un peu derrière les chutes Montmorency, là. Oui, Ma géographie montréalais, là. Nord-est de Québec. Nord-est de Québec, Ouais. superbe. Donc on n'est pas loin. Et là, à ce moment, vous devenez chef également en 2017. C'était M. Steven Melançon qui assurait l'intérim. C'est bien- Pendant Oui. un conseil de ville, Ok. Steven du Mélençon a été le chef de l'opposition ouais, quand parce même, que ouais. nous, on avait un recomptage dans le district. oui, oui, Donc, oui. il a fallu passer le recomptage qui a fait en sorte que j'ai manqué le premier conseil de ville. Donc, Stevens, mon bon collègue Stevens du Mélençon, qui a été le premier élu de Québec 21, parce qu'il oui, a été oui. confirmé avant moi. Mhm. Donc, c'est lui le premier élu. OK, a été le chef de l'opposition pendant un conseil de ville. Puis après ça, moi, j'ai avez- occupé le rôle depuis. Excellent. Et maintenant, en ayant Steven Melançon, vous étiez deux Oui. de Québec 21 à siéger à l'hôtel de ville et vous nous appreniez que il y a eu une élection partielle. Oui. Et là, vous aviez dénommé Paquette qui a joint les rangs de votre équipe. Donc là, maintenant, vous êtes trois. C'est intéressant. Vous pouvez talonner le maire Labaume. Surtout que Patrick Paquette, lui, avait déjà été conseiller municipal de 2005 à 2013. Donc, il avait déjà une expérience du conseil municipal. Et là, on a travaillé énormément fort en plein mois d'hiver. Là. Il faisait moins 20 degrés. On faisait du porte-à-porte. On voulait faire élire Patrick parce qu'on avait besoin d'aide à l'hôtel de ville. Donc, là, de se retrouver trois, ça nous a donné un bon coup de main pour les 3 dernières années. Là. Super. Puis d'amener l'expérience de M. Paquette avec nous, ça... À Stevens et moi, là, ça a été un gros plus. C'était une belle victoire pour nous en élection partielle. Superbe. Pour les sympathisants, pour les membres aussi oui, du oui. parti, là, on était très fiers de ça. Alors maintenant, Québec 21 sont en train là, d'annoncer, on sait que votre équipe nous disait qu'à la mi-août, là ça va, comme on dit, les annonces vont se faire. Comptez-vous avoir un candidat, une candidate dans les 21 districts de Québec? Oui. Oh oui. Ah oui. Ça c'est clair. Oh oui, c'est clair. Ça c'est clair, excellent, Pas super. rien en bas de ça. Rien en bas de ça. Les meilleurs. On va voir les meilleurs candidates dans les 21 districts. Intéressant. Et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, Québec 21 est le parti qui a permis à la première personne noire à être élue à l'hôtel de ville. Alors pour vous, la diversité, c'est hyper important. Comptez-vous avoir des candidats issus de la diversité dans l'équipe de 21 candidats que vous allez nous présenter aux prochaines élections, Monsieur Gosselin? Je vais vous répondre avec une petite anecdote. Ouais, Faut allez-y. absolument que vous sachiez ça, parce que lorsque Stevens a été élu à l'élection en 2017, il y a un journaliste qui m'a appelé et qui m'a demandé, il m'a dit, Stevens serait le premier élu noir à l'hôtel de ville. Il me dit, d'où est-ce qu'il vient? Là, je dis, il vient de Montmorency, dans Beauport. Je comprenais pas. Mais jamais, avec Stevens, on avait abordé ses origines. Je savais qu'il avait été professeur de mathématiques, qu'il avait été directeur ouais, hyper d'école, compétent. qu'il avait parti à une équipe, un programme de football, là, qui était marié avec 2 filles. Je savais tout de Stevens, qu'on s'entendait à merveille. Mais jamais, pour moi, ça a été une considération, le fait que sa peau était un peu plus foncée que la mienne. On n'a jamais parlé de ça. Puis on avait d'autres candidats aussi qui étaient... j'aime pas me dire les minorités. Non, mais de la pour moi, là, tout le monde, la diversité. diversité, c'est ça. Mais, Oui. mais pour nous, c'est pas un critère. Puis on voit pas ça non plus. Puis je pourrais même pas vous répondre dans notre équipe de candidats présentement parce que j'essaie d'y penser. Parce que même Stevens, lui-même, à la blague, dit qu'il y a des gens, ses amis de longue date, qui ont appris qu'il était noir quand il s'est fait élire. C'est... Ouais, je comprends. On l'avait reçu en entrevue. C'est ça. Au niveau de la parité, on sait quand même ça, c'est quelque chose que de plus en plus les formations politiques prennent en compte. Ouais. Au niveau de la parité, comptez-vous présenter une équipe avec une bonne représentation de la gente féminine? Ouais, ça aussi, c'est un peu le même genre de réponse. Nous autres, on a besoin d'une diversité, d'une mixité, évidemment, d'hommes, de femmes, mais d'idées, mais aussi parce que Québec, avec les 21 districts, les enjeux sont très différents du nord de Charlebourg, du centre-ville de Québec. Donc, il y a cette mixité-là autour.
Puis c'est certain que les femmes en politique, en tout cas moi si je me fie avec celles avec qui je travaille, ben nous amènent d'autres angles, d'autres façons de voir les choses. Donc pour vous, ça va de soi. Ça va de soi, ça enrichit aussi le débat, comme des gens que pour eux, le volet social est beaucoup plus important que le volet économique, par exemple, ou peut-être le volet environnemental aussi pour certaines personnes. Ça, c'est vraiment une priorité. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une équipe mixte, diverse. Évidemment, viser la parité aussi. Les femmes sont un petit peu plus difficiles à convaincre de faire la politique que les hommes, peut-être, mais c'est pas grave, on travaille fort parce que ça amène une belle dynamique d'équipe. Donc, ça, c'est vraiment comme ça qu'on s'enligne, mais à la base, c'est certain que on partage tous à peu près les mêmes valeurs, puis les mêmes priorités aussi, on partage les mêmes idées. Puis on les amène différemment, dépendamment des champs de compétences de tous et chacun. Donc, c'est comme ça qu'on monte l'équipe. J'aime beaucoup ce volet-là de la politique, là, de monter l'équipe, de travailler en équipe. De convaincre, de faire voir les points. Comme j'aimais le sport d'équipe. Oui, tout à fait. C'est les mêmes valeurs. Là, exactement. Puis c'est pour ça que des gens qui ont fait beaucoup de sport d'équipe, comme Stevens, comme Patrick aussi, mes deux collègues élus, eux autres aussi se retrouvent là-dedans. Excellent. Maintenant, là, on passe au plat principal. On s'en va en élection à Québec. Québec 21 ont été à l'opposition officielle. Maintenant, ils fourbillent leurs armes pour conquérir la mairie. Le programme de Québec 21, on va commencer maintenant par le transport en commun. Vous voyez venir, là. Le maire Labaume, et ça n'a pas été évident, mais il nous est arrivé avec un projet de tramway. Hein? Ouais. Okay. Maintenant, Québec 21 nous disent, ouais, mais là, il y a certaines zones qui ne sont pas desservies. Nous, on arrive avec un projet de métro léger. Intéressant. Ligne de métro, on a vu un peu les différents plans, intéressants, différentes stations vers Beauport, on dessert les extrémités de Québec, intéressant. Mais là, certains ténors de la ville de Québec disent, votre projet il semble intéressant, mais là, est-ce que vous suivez la réalité? Puisque 1 kilomètre creusé de tunnel. Bon, on avait certains chiffres il y a 2 ans qui étaient entre 150 millions et 200 millions. Coconut avait ces chiffres. Mais de plus en plus en grattant, connaissant l'escarpement de Québec, on parle de près de 350 millions par kilomètre. Vous répondez quoi à ces gens qui disent que le projet de M. Gosselin n'est pas possible puisqu'il ferait en sorte que Québec, au lieu des 3 milliards que la ville de Québec doit injecter dans ce projet de tramway, ça monterait la facture à 6 milliards. Qu'avez-vous à leur dire, M. Gosselin? Je dis que leurs chiffres ne sont pas bons, parce que les bons chiffres, faut comprendre que le gouvernement du Québec a présenté une vision régionale, OK? Et là, nous, tout ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient dire, au lieu d'être un tramway, on va remplacer ça par un métro léger souterrain. On l'a appelé un véhicule automatique léger souterrain électrique. On vient remplacer ça au centre-ville de Québec. Présentement, où on est, à l'Hôtel de Ville de Québec, on est sur une grosse roche, OK, le promontoire de Québec, qui s'étend sur 13 km de long et 100 mètres de hauteur, OK? Cette roche-là est parfaite pour creuser un tunnel avec un tunnelier. C'est là la différence. C'est là pourquoi on peut faire un projet à entre 150 et 200 millions du kilomètre, parce qu'on utilise un tunnelier. Donc, on creuse la portion souterraine pour nous est de 13,5 km. Donc, on se trouve à creuser dans ce roc-là. Au lieu d'y aller avec le chiffre de 358 millions que vous avez parlé, ça, c'est la portion de 2 km du tramway où eux auront à dynamiter dans le centre-ville de Québec et tout en faisant une courbe et respecter la pente maximale de 7 à 8 %. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas appliquer leurs 358 millions du kilomètre pour 2 km en dynamitant à notre technique à nous, qui est un tunnel droit avec un tunnelier. Donc, déjà là, nos chiffres fonctionnent. Le projet, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de tramway, eux sont rendus à 174 millions du kilomètre. Pourquoi? Parce que eux creusent sur le dessus et là, ils doivent
déplacer les infrastructures municipales, faire des expropriations aussi. C'est pour ça que les coûts explosent. Donc, nous, on dit, tant qu'à être rendu dans des braquettes de coûts comparables à des métros, d'ailleurs, le métro de Laval, il y a 12 ans, lui, avait coûté 150 millions du kilomètre. Mais nous étions à une époque jadis, aujourd'hui. Il y a 12 ans. Avec l'inflation, on est à 171 millions du kilomètre. Donc, vous avez raison. C'est pour ça que nous, en budgétant 200 millions, on a encore du jeu. Et la dernière portion, pour aller relier d'Estimauville, comme pour le tramway, on va utiliser un trambus, qui était à l'origine dans le projet aussi de M. Labombe. Donc, Nous, Charest, la Basse-Ville, elle n'aurait pas nécessairement de ligne ou de sortie de métro. Ce serait les... Pas dans une phase 1, parce que notre phase 1 est similaire à la phase 1 du tramway, où on vient remplacer le mode tramway par un métro souterrain léger et trambus. Et de cette façon-là, on se trouve à multiplier par 2 la vitesse. Donc, la vitesse, pour nous, on mise sur la vitesse pour dire on va circuler 2 fois plus vite. Donc, les gens vont avoir un incitatif parce qu'ils vont se dire je vais me rendre plus rapidement du point A au point B. Aussi, c'est un projet qui est plus adapté à Québec, avec nos hivers qu'on connaît, en étant en souterrain. Le déneigement, c'est un défi à Québec. C'est très, très, très difficile, surtout en milieu urbain comme ça ici, de venir déneiger, souffler la neige. Donc, nous, on n'aura pas cette problématique-là. C'est pourquoi on a décidé de proposer le métro léger. un autre projet, une alternative aux citoyens. Puis surtout, on veut que les citoyens décident. C'est ça qui est le plus important pour nous pour respecter la démocratie, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de le faire. Est-ce que avec cette l'autre élection va se jouer sur le projet de transport structurant dans la région de la capitale-nationale Québec? On parle de tramway, on parle d'un tramway, on parle d'un nouveau projet de métro léger, mais vous avez, Monsieur Labombe, on dirait que c'est à vous qui parlez un peu, le gouvernement vient d'adopter un décret qui assure certains crédits pour, donc, toute personne qui voudrait mettre à sac ce projet. Je vous mets au défi, c'est un peu ça la sortie de Monsieur Labombe. Vous lui répondez quoi, puisqu'il a peur que notre premier ministre, Monsieur Legault, lui, s'est coulé dans le béton. On va de l'avant avec un projet de tramway. Avez-vous eu certaines discussions avec le cabinet du premier ministre en ce sens? C'est certain que on discute. On va dire comme ça, on discute. On discute avec les élus aussi, les députés qui nous représentent dans la région de Québec. Mais ce que M. Labombe vous dit pas, c'est que le gouvernement du Québec, lui, lorsqu'il donne un décret à la Ville de Québec, lui, il respecte l'autonomie de la Ville de Québec. Ça, c'est ce qu'on veut. Moi, je me battais pour ça à l'Assemblée nationale lorsque j'ai été élu député. Puis évidemment, comme futur maire de Québec, je vais continuer à me battre pour ça, l'autonomie de la Ville. Donc, pour l'instant, le projet de la Ville de Québec, c'est le projet de tramway de M. Labombe. Le 7 novembre, si je suis élu maire de Québec, les citoyens vont avoir choisi notre projet. Le nouveau projet de la Ville de Québec sera le métro léger référendum. L'élection se fait sur cet enjeu, vous pensez? Ben, ça va être la question de l'urne, c'est certain. C'est le plus gros projet de l'histoire de la Ville de Québec, 3,3 milliards de dollars. Ça va changer à jamais, au moins pour les 50 prochaines années, la mobilité sur notre territoire. Les gens de Québec aussi sont pour améliorer le transport en commun. Ils sont pour ça. Donc, les gens sont contents qu'il y ait de l'argent disponible, qu'il y ait de l'argent budgété. Maintenant, nous, tout ce qu'on demande, on l'a obtenu, on s'est battu depuis 3 ans pour ça, c'est que ce soit les citoyens qui décident le meilleur projet, puis le projet que eux vont décider, ben ça va être le projet de la Ville de Québec. Puis on va aller de l'avant avec ça. Puis ce qui aura été fait à venir jusqu'à date, ben on va le récupérer. Les études, évidemment, on s'est basé. Tu sais, nous, quand je me fais défier un peu sur nos coûts, je dis nos coûts proviennent des experts de la Ville de Québec qui ont été engagés. C'est eux aussi qui sont venus dire que le rock aussi était de très bonne qualité aussi. Donc, nous, on se base sur ces études-là, donc on les récupère, puis on travaille à partir de ça. Puis on fera le projet que les citoyens auront choisi. Superbe. Avant de passer à la fin de l'entrevue, on reste toujours dans le transport structurant. 3e lien, quelle est la position de Québec 21? Nous, on attendait avec impatience l'annonce officielle du gouvernement parce qu'on voulait savoir si le tunnel, la portion transport en commun, allait se rendre jusqu'à la colline parlementaire ou allait se rendre jusqu'à Expo-Cité. Et lorsqu'on a vu qu'il se rendait jusqu'à Expo-Cité, on était vraiment contents parce que nous, on sauve un tunnel en quelque sorte parce qu'on vient se connecter à la station colline parlementaire du tunnel Québec-Lévis. Et on n'a pas besoin, si quelqu'un va aller Expo-Cité, par exemple,
pourra débarquer du métro léger, Et puis, aller dans le tunnel Québec-Lévis. Donc, contrairement au projet de tramway où eux font un deuxième tunnel par-dessus celui du tunnel Québec-Lévis. Donc, pour nous, c'est un gaspillage de fonds publics. Techniquement aussi, c'est très, c'est un gros défi technique, là, évidemment, de commencer à faire des tunnels comme ça sous la ville de Québec. Donc, pour nous, on attendait l'annonce avec impatience et ça vient s'intégrer parfaitement dans notre projet pour la portion transport en commun. Maintenant, la portion autoroutière, évidemment, moi, j'ai toujours été... à péage? Non, mais j'ai toujours été je poussais pour que le troisième lien autoroutier soit à l'est, plus à l'est pour compléter le périphérique, mais le gouvernement, lui, a décidé qu'il ramenait ça dans les deux centres-villes. C'est leur projet, c'est leur décision à eux, mais pas. Mais pour la portion transport en commun, pour nous, c'est le scénario rêvé. Ça vient s'intégrer parfaitement dans notre projet à nous. Super. Et écoutez, Québec, vous savez, la fonction publique québécoise s'y retrouve. Plusieurs pôles de développement au niveau des nouvelles technologies à Québec. On parle un peu en Basse-Ville, plus ou moins, dans Saint-Roch. Plusieurs gens dans les grands centres pensent à s'installer à Québec. Mais selon ce qu'on peut regarder des fois dans les médias, il apparaît qu'il y a une montée de la xénophobie ou il y a quelques hurluberlus qui laissent présager entendre qu'il y aurait xénophobie énorme à Québec. Il y a eu certains événements, par exemple, à la Grande Mosquée de Québec. Vous avez également cette nuit fatidique le soir de l'Halloween. On sent qu'il y a, de la présence, d'après ce que les médias nationaux rapportent, de groupes un peu, des fois, dits xénophobes. Quelle sera l'action du maire Gosselin, une fois élu, afin que tout citoyen puisse se sentir en sécurité, mais surtout, faisant partie de la grande famille de la ville de Québec? On vous écoute. La ville de Québec, les citoyens sont des gens accueillants. Oui, il y a eu certains cas isolés, mais c'est pas représentatif de Québec. Québec est une ville sécuritaire, l'a toujours été, va toujours l'être. Et moi, évidemment, comme maire, je veux tenir un discours de respect. Le respect, que ce soit envers les gens qui sont peut-être nés ailleurs, qui sont arrivés à Québec, mais le respect des autres, bref, ramener ce respect-là. On n'est pas obligé de toujours être d'accord, mais on peut discuter. Mais encore plus que ça, je vais aller encore plus loin, c'est que pour moi, le vivre ensemble, comme on l'appelle, moi, je veux toujours vivre dans une ville où les gens veulent aller habiter. Moi, là, je suis très fier de ça. Puis d'ailleurs, il y a un de mes amis, peut-être vous le connaissez, c'est Samir Grib, qui s'occupe de l'association de soccer Beauport. Lui me dit, un moment donné, une couple d'années, il me dit, dans mon pays, j'ai dit, ton pays, là, c'est plus où t'es né, c'est ici ton pays. T'as choisi de t'en venir ici. Et moi, je suis fier de ça. Et je veux toujours que Québec soit ça, que les gens décident. C'est les faits, je suis allé vivre ailleurs. Là. C'est difficile d'aller vivre ailleurs. Mais ça me rend tellement fier quand les gens décident de s'en venir à Québec avec leur famille. J'ai un couple d'amis qui sont d'origine du Sénégal, mais qui ont vécu en France et qui sont venus s'établir à Québec. Nos garçons jouent au soccer ensemble. Lui, évidemment, est excellent comme le père, avec qui je joue aussi. Mais moi, je suis fier de ça, que les gens viennent vivre à Québec. Puis on est accueillant, on aime ça, ça amène une diversité, c'est un plus. J'aime tellement quand les immigrants nous racontent comment ça se passait ailleurs, mais pourquoi ils ont choisi de venir ici. Je veux toujours, bref, pour résumer mes propos, Québec doit toujours être une ville où les gens veulent aller vivre et non une ville d'où les gens veulent partir. T'sais, moi, ça en dit long, moi, ça en dit beaucoup. Puis c'est une fierté. Je connais bien les gens du centre multiethnique. Par exemple, évidemment, à travers le soccer, Chérif, qui était mon entraîneur de soccer quand je jouais encore un peu, là, qui travaille au centre multiethnique, organise la Coupe des Nations à chaque année, hors COVID, évidemment. Mais ça, j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller jouer là. Puis c'est une activité qui aide à intégrer aussi. C'est sûr que c'est pas évident lorsqu'on quitte un pays, puis on aime se retrouver avec des gens peut-être qui sont de la même origine, partagent un peu les mêmes idées, la même culture, mais c'est important aussi d'avoir des activités et des actions qui permettent l'intégration pour que on ait un vrai vivre ensemble. Puis on a beaucoup à apprendre de tous et chacun
Mais pour moi, quelqu'un qui Incroyable, décide de faire le geste, là, de prendre sa famille, de de venir ici, s'établir là. à Québec, là, moi, ça me rend extrêmement fier. Mais moi, en discutant avec vous, en ayant rencontré M. Steven Mélenchon, vous êtes quelqu'un d'hyper, tu sais, chaleureux, accueillant, vous aimez être avec tout ce qui peut vous apporter une plus-value, là, dans le sens, ah, ok, une culture nouvelle ou autre. Mais les médias de la ville de Québec, des fois, on dépeint comme si M. Gosselin était pas trop préoccupé par certaines de ces questions. Vous leur dites quoi, vous, M. Gosselin, à ces gens-là? Ben, prenons le temps de discuter. Yes. Et on va discuter, puis on va se parler. C'est vrai? Mais non, mais Ouais, ça, j'aime ça. c'est certain que je fais de la politique aussi, puis mes adversaires, mon adversaire des 4 dernières années, M. Labombe, est quand même un féroce politicien. Puis lui, a essayé de me mettre des étiquettes politiques, a essayé de le faire, puis peut-être que ça a fonctionné pour certaines personnes, mais moi, je dis aux gens, prenons le temps de discuter, puis vous en parlerez à ma femme. J'ai pas toujours raison, même que selon elle, j'ai souvent pas raison, mais faut se parler, Oui. puis Trouver les terrains d'entente, comme vous faites avec la famille, là. Exactement. Ça se peut qu'on soit pas toujours d'accord, mais au moins on va se parler, puis on va se comprendre, puis après ça, on travaille tout le monde ensemble. J'aime le monde. Oui, ben ça se voit. Je trouve qu'on est, en plus à Québec, on est la plus belle ville et les citoyens les plus extraordinaires. On peut arriver dans un parc, on connaît personne, puis on peut commencer à parler de tout et de rien, puis c'est comme ça faisait 25 ans qu'on se connaissait. Oui, pour moi, c'est ça, Québec. C'est une ville formidable. Puis j'espère un jour vous allez revenir vivre à Québec. Monsieur, ben écoutez... On est mieux à Québec qu'à Montréal, quand même. Écoutez, Coconut Podcast, on est ouvert à tous les endroits du Québec. Pour terminer, vous qui êtes un gars de la place, de Limoilou, le Québec nous écoute. Si vous aviez certains attraits touristiques, tu sais, des secrets bien gardés là, dans la ville, ça veut dire, il y a des petites chutes un peu dans la ville de Ouais. Québec. Ça, là, j'ai vu ça, j'étais comme, ah, j'ai pas connu, je pensais juste aux chutes Montmorency, mais il y a des petits endroits intéressants, des restaurants. Alors, écoutez, la francophonie vous écoute, mais surtout les Québécoises et Québécois du Québec découvrent peut-être le prochain maire de Québec. Qu'est-ce qu'on devrait faire à Québec? Assurément. Ouais, plein de choses. Ouais. Premièrement, prenez-vous plus qu'une journée, prenez au moins une semaine, parce qu'il y a plein de choses à voir à Québec. Mais ici, au centre-ville de Québec, le plus beau point de vue là, qui est assez méconnu, c'est il y a un petit parc juste à côté du château Frontenac, un peu plus vers l'ouest, là, je dirais. Là. Puis la terrasse du frein est en bas, Oui, on est quasiment rendu à la citadelle. Puis prenez le temps de monter là, puis d'aller voir le point de vue. Là. C'est extraordinaire. Puis moi, je l'ai découvert depuis que je travaille à l'hôtel de ville. Je vais marcher sur l'heure du midi, j'essaie d'aller marcher un peu. J'ai découvert ce parc-là. Et là, par la suite, vous en allez un peu plus vers les murs du Québec, vous allez découvrir un parc Corps de garde, la rue de Corps de garde, où il y avait le fameux boulet là, dans le tronc d'arbre, là, qui est plus là. Parce qu'avant, je vous aurais dit d'aller voir le boulet, mais on l'a enlevé dernièrement. Mais bref, il y a un beau petit parc où là, on voit un paquet de clochers d'église. La vue est magnifique sur le Vieux-Québec. Mais sinon, si vous voulez vous promener un peu plus en périphérie, les rivières à Québec, on a de merveilleuses rivières et la Ville de Québec, dans les dernières années, s'est affairée à investir de l'argent pour aménager pour la randonnée pédestre, pour aller marcher sur le bord des rivières, faisait référence aux chutes. On n'a qu'à penser aux chutes Kabir-Kuba à Loretteville. Sinon, à Beauport, l'avenue des Cascades. Ouais, ben c'est là. À côté du terrain de soccer de Saint-David ou l'aréna Maximono. Ça, pendant 20 ans, j'ai été entraîné au soccer là, j'ai joué au soccer là, j'avais jamais vu les chutes. Et là, parce que je marche les rivières, j'ai découvert les cascades de Beauport comme ça. C'est tout un simplement restaurant fantastique. où il fait beau manger. Là, à Québec, on mange bien partout. Ouais, ben c'est ça, partout. Je peux pas en nommer un plus qu'un Une autre. place intéressante à Sainte-Thérèse de Lisieux. À Sainte-Thérèse-de-Lisieux, ma place préférée, c'est le parvis de l'église. Où, malheureusement, en tant que COVID, là, ça n'arrive pas, mais normalement, hors COVID, il y a des spectacles sur le parvis de l'église. Le vendredi soir, les gens amènent leurs chaises pliantes et s'installent là. Il fait beau, on joue de la musique aussi de l'ancien temps, comme on dit, là, des succès rétro. Ça gigue un peu. C'est beaucoup de plaisir. Donc, moi, c'est
je dirais, c'est ma place publique, entre guillemets, préférée dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux, dans le district. Incroyable. Ben écoutez, à Coconut Podcast, aujourd'hui, là, on vient de faire une grande rencontre. On avait rencontré Monsieur Steven Melançon, grand personnage, hein? Mais là, on rencontre son chef. Puis avant de vous laisser, auriez-vous une suggestion de lecture pour nous, documentaire, film, qu'on se devrait de ne surtout pas louper? Tantôt, je vous ai parlé du maire Gilles Lamontagne. Il y a un livre, il y a une biographie qui a été écrite par un historien de l'Assemblée nationale, M. Lemieux. Fantastique livre. C'est incroyable. L'histoire de cet homme-là a été prisonnier de la Deuxième Guerre mondiale. Il est un aviateur dans l'aviation et a été capturé pendant 2 années par les Allemands. Il est revenu à Québec. Il est revenu s'installer à Québec parce que c'était quelqu'un de Montréal. Lui avait compris qu'il fallait revenir à Québec. Donc, lui s'est installé un commerce à Québec. Finalement, s'est présenté à la politique. Donc, a été maire de Québec, a été élu au fédéral aussi ministre et a fini comme gouverneur général. Donc, c'est un homme avec une histoire incroyable. Un monsieur très apprécié. Et lui, jusqu'à sa mort, les citoyens de la Ville de Québec l'appelaient Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, jusqu'à sa mort, monsieur très apprécié. C'est la lecture que je suggère toujours. Évidemment, on lit toutes sortes de choses, là, mais c'est sa biographie à lui que j'ai le plus apprécié lire dans les dernières années. Écoutez, nous, on vous dit la meilleure des chances pour ce dernier droit. Hein, on vous sent d'attaque. Vous avez fait quelques petites escapades en région avec la famille pour les vacances. Mais on vous a vu sillonner les rues de Québec. Écoutez, on a assurément peut-être le prochain maire de la ville de Québec avec nous. Les citoyens vont décider. Les citoyens vont décider. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Alors, messieurs, dames, comme on dit en toute fin d'entrevue, monsieur Gosselin, nos frères et sœurs Innu nous disent Chinash Kumitin. En algonquin, on nous dit Miigwech. Nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen. On a été voir les Abénakis. Eux, ils nous disent Oleone. Okay. Alors, nous, en créole, on vous dit merci en pile. Merci beaucoup, monsieur le chef de l'opposition. Et peut-être dans quelques mois, on va être obligé de vous appeler monsieur le maire. Alors, sur ce, on vous dit merci. Alors, messieurs, dames, nous étions avec le chef de l'opposition de la formation politique Québec 21. C'est lui qui s'assure de talonner le maire Labaume. Là, il se prépare pour devenir maire de Québec. Écoutez, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez le voir dégustant un petit café sur le parvis de l'église à Sainte-Thérèse-de-Lisieux, rendez-vous par chez eux, puis vous allez le rencontrer. Toute une entrevue. Et comme on vous dit, on se voit pour un prochain épisode. Et là, on va avoir une autre candidate. Et là, c'est une femme. Oui, candidate à la mairie de Québec. Et on vous dit, Niawen, merci, au revoir.